Bonjour les amis, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Sans politesse et sans transition, je rêve d'une maison. Et je dis maison, mais en fait ce que je veux dire c'est que je rêve de posséder mon chez-moi. Vous aussi ou pas spécialement? Mais en vrai, c'est un petit peu compliqué en ce moment, et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Et en plus des éléments factuels dont on va discuter, je suis très exigeante sur les caractéristiques de mon chez-moi, et en plus je sais même pas dans quel pays j'aimerais bien vivre, donc on n'est pas rendu. Mais tout va bien se passer, on va y aller à notre rythme. J'ai grandi dans une petite maison avec un grand jardin au bord d'un lac. Je prends mon intonation quand je raconte des histoires. J'ai vécu de mes 4 ans, donc quand j'étais en moyenne section, jusqu'à mes 18 ans, donc après le bac, ce qui signifie que j'ai fait à peu près une quinzaine de goûters d'anniversaire dans la même maison. Petite, j'allais dans l'école à côté, à pied, j'avais tous mes amis qui habitaient dans le quartier, et mes meilleurs amis aujourd'hui sont aussi mes amis d'enfance. Et du coup, j'ai toujours su que si je voulais avoir une famille un jour, j'aimerais aussi avoir mon propre chez-moi, qui m'appartient, que je peux faire évoluer comme je veux et dans lequel ma famille peut construire tout plein de souvenirs. Et même, je dirais que j'aimerais investir dans une résidence principale. Même si c'est pas une stratégie qui est très populaire parce que la plupart d'entre nous maintenant vivons dans des grandes villes qui coûtent très très cher et dans lesquelles il est beaucoup plus facile de louer que d'acheter pour vivre dans des conditions qui nous plaisent vraiment. Et les fervents lecteurs de Rich Dad Poor Dad, qui sont aussi les rentiers immobiliers à 25 ans, diraient même que c'est un passif au lieu d'un actif qui enrichit. Ce qui pour quelqu'un qui vient de l'audit comme moi, n'est pas un propos tolérable. Non mais je rigole, je sais que vous voulez du cash flow. Et pourtant, acheter une résidence principale, c'est très efficace pour construire son patrimoine. On peut amortir un plus gros montant tous les mois que ce qu'on aurait pu épargner, investir et faire fructifier si on avait dû payer un loyer en même temps. Les plus-values ne sont pas imposées à la revente, donc ça veut dire que si à un moment donné vous décidez de vous séparer de votre bien, vous pouvez le faire et utiliser le montant que vous récupérez, incluant le gain, pour autre chose, donc par exemple pour acheter une autre résidence principale plus grande. Attention quand même, parce qu'il faut rester dans sa résidence principale suffisamment longtemps pour avoir compensé toutes les dépenses initiales comme les frais de notaire. Et si vous gardez le bien beaucoup plus longtemps, jusqu'à avoir remboursé votre prêt en intégralité, alors vous savez que vous êtes en sécurité et que désormais vous pouvez vivre avec moins de revenus ou alors dépenser sur autre chose. Et avant de se lancer dans une myriade d'informations récentes qui sont plutôt négatives, avec des phénomènes qui sont particulièrement prononcés dans les grandes villes et en particulier en Île-de-France, je vais essayer de commencer par des points positifs à l'échelle de la France et sur une longue période. Selon les études de l'INSEE sur les résidences principales, sur les 50 dernières années, dans l'ensemble, les résidences principales sont de mieux en mieux équipées. Les surfaces sont aussi de plus en plus grandes et on peut le voir avec la part des 6 pièces et plus qui n'a pas arrêté d'augmenter, mais ça c'est peut-être à double tranchant donc on verra pourquoi après. Et la part des propriétaires n'a pas arrêté d'augmenter entre les années 80 et 2010 et s'est stabilisée depuis autour de 60%. Ça n'est pas dit que ces tendances vont se maintenir ou bénéficier au plus grand nombre, mais dans tous les cas, au moins ça nous permet de commencer par un petit peu de réconfort. Pourquoi j'ai un souci alors ? Déjà, on peut commencer par le problème du prix de l'immobilier, qui n'est pas des moindres. Je vous affiche un petit graphe sympa, ou alors pas si sympa que ça, enfin bon, je vous laisse juger, dans lequel on peut voir que les prix de l'immobilier ont fait x2,6 depuis 2001, alors que les revenus ont fait x1,3, soit une augmentation qui est 2 fois plus importante. Un appartement parisien de 192 000 € en 2001 coûterait 500 000 € en 2020. Et 192 000 € de revenus en 2001 correspondraient seulement à 250 000 € de revenus en 2020. Ce que ça veut dire, c'est que l'effort financier qu'il faut faire en 2020 est 2 fois plus important qu'en 2001, en tout cas pour quelqu'un qui déciderait d'acheter son bien en cash. Dans les faits, la plupart des gens utilisent un crédit immobilier pour acquérir leur résidence principale, et les taux, ils ont beaucoup baissé sur la même période. La mensualité pour un bien à 500 000 €, avec un taux à 1,5%, donc un taux qui est bas sur 20 ans, ça correspondrait à 2 400 € par mois. La mensualité pour un bien à 250 000 €, si le taux est à 5,8% sur 20 ans, donc pour un taux qui est élevé, serait de 1 760 € par mois. Donc en réalité, l'effort financier pour avoir un même bien est juste 1,36 fois plus important en 2020 qu'en 2001. L'impact sur la qualité de vie, il est très élevé, parce que ce que ça veut dire pour quelqu'un qui décide d'acheter sa résidence principale, c'est qu'il va devoir vivre avec 1,36 fois moins que ce que pouvait conserver quelqu'un en 2001, en 2020, en dehors de son achat immobilier bien sûr. Ou alors, il va devoir acheter un bien qui va être 1,36 fois moins stylé que ce que pouvait avoir quelqu'un en 2001. Donc on parle d'avoir des emplacements moins bons ou des plus petites surfaces. Le truc c'est que tant qu'il y a des acheteurs à ces prix-là, les prix ils peuvent continuer à augmenter.
Le tout, c'est que les acheteurs ne sont plus forcément des gens normaux qui ont besoin d'un endroit dans lequel habiter, mais plutôt des investisseurs fortunés qui vont posséder tout un portefeuille de biens. On peut le voir par exemple avec la hausse des logements inoccupés, donc vacants, résidences secondaires ou logements occasionnels, qui est beaucoup plus importante que l'augmentation des résidences principales. Et là, on est allé jusqu'à 2020, donc on parle même pas de l'inflation des derniers mois qui est beaucoup plus rapide que la hausse des revenus. Ce qui signifie qu'en dehors de leur logement, les gens doivent déjà faire beaucoup plus d'efforts pour continuer à exister, avant même de prendre en compte la hausse des prix de l'immobilier. Donc on parle pas de l'inflation, mais à moitié, on en a quand même un peu parlé. Par contre, on peut parler de la hausse des taux. Maintenant, nous sommes au milieu de 2022 et les taux ont commencé à beaucoup augmenter. Et c'est pire que tout, parce qu'en attendant, les prix ils sont toujours au max. Si on regarde notre exemple précédent d'un appartement à 500 000 €, ce qui correspond à peu près à un 50 mètres carrés dans Paris par les temps qui courent, la mensualité avec un taux de 1,5% sur 20 ans est de 2 400 €, et la mensualité avec un taux de 2% sur 20 ans, donc un petit peu plus, est déjà de 2 630 € par mois. Maintenant, on va raccrocher les wagons. Donc dans cet exemple, on est sur un effort qui est 1,1 fois, donc 10%, plus important que l'effort qu'on faisait dans notre pire exemple tout à l'heure, qui était 1,36 fois plus important qu'en 2001. Et plus on va prendre en compte de paramètres, et pire ça va être à mon avis. Au-delà du fait que la hausse des taux entraîne une hausse de la mensualité, ce qui est déjà suffisamment casse-pied en soi, il y a deux conséquences qui sont encore plus casse-pied, voire éliminatoires pour quelqu'un qui a un projet. D'abord, numéro 1, il y a le taux d'endettement qui doit être inférieur à 35% selon les recommandations du HCSF. Ça veut dire que toutes vos charges actuelles, plus la mensualité du crédit, doivent être inférieures à 35% de votre revenu net mensuel. Donc, en supposant un salaire de 3 000 € net mensuel, ce qui déjà se trouve dans la fourchette haute des revenus en France, vous allez pouvoir consacrer 1 050 € par mois à votre projet. Ce qui est déjà très très loin des 2 630 € qu'on a calculé tout à l'heure pour avoir un 50 mètres carrés dans Paris. Donc c'est mort direct. Le deuxième truc, c'est qu'il existe aussi une notion de taux d'usure. Et le taux d'usure, c'est le TAEG maximum que la banque peut vous faire porter. Et qui est fixé par la Banque de France, normalement pour vous protéger, pour empêcher les banques d'appliquer des taux trop élevés. Le TAEG, ça veut dire taux annuel effectif global, et ça correspond au coût total que vous allez supporter juste pour pouvoir avoir votre crédit. Ça inclut le taux des intérêts, des frais de dossier, des assurances et tout et tout. Depuis le 1er juillet dernier, le taux d'usure est de 2,60% pour les prêts de 20 ans et un petit peu moins pour les prêts d'une plus longue durée. Donc maintenant, pour rigoler un petit peu, je vous partage ma simulation de capacité d'emprunt sur Boursorama. Donc capacité d'emprunt, ça veut quand même dire le montant que je peux emprunter. Et du coup, ça me dit que si j'investissais avec mon amoureux aujourd'hui, alors qu'on est tous les deux salariés et qu'on a tous les deux des bons revenus, nous pourrions demander 275 000 € avec un taux de 3,25% sur 20 ans et nous serions refusés. Donc en gros, l'outil ne calcule pas ma capacité d'emprunt, il calcule mon incapacité d'emprunt. Le grand principe que je m'applique, et c'est souvent le cas d'ailleurs, reste le grand classique. Si la résidence principale dans laquelle on choisit d'investir, elle nous permet de vivre confortablement, on peut y rester suffisamment longtemps, et on ne l'envisage pas comme un outil de spéculation, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à le revendre le plus vite possible, le plus cher possible, alors dans ce cas-là, les mouvements du marché n'ont pas vraiment beaucoup d'importance. Donc mouvement du marché au sens si les prix sont un peu élevés. S'il doit y avoir un crack immobilier, a priori ça devrait impacter tous les biens similaires de la même manière. Donc vous allez pouvoir continuer à utiliser la même stratégie qu'on utilise avec les résidences principales, c'est-à-dire que si vous revendez votre bien, même s'il est un petit peu moins cher, vous allez pouvoir utiliser le montant récupéré pour acheter un petit peu plus grand, parce que ce un petit peu plus grand sera aussi un petit peu moins cher qu'avant. Mais en vrai de vrai, comme j'ai l'impression que tous les paramètres sont les pires qui puissent être, je pense qu'on va attendre un petit peu que les prix s'assainissent. Et en attendant, je propose qu'on organise nos finances pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté quand la roue va tourner. Donc faire en sorte d'avoir des comptes qui sont bien gérés, d'avoir une bonne épargne qui puisse être utilisée comme apport si nécessaire, tout ça. Après tout ça, si vous avez des messages de positivité à partager, surtout n'hésitez pas, faites-vous plaisir, mettez-les dans les commentaires, ça fera du bien à tout le monde. Sinon, dites-moi comment vous voyez les choses et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce moment de convivialité, je vous souhaite une bonne semaine, bisous!